également prendre sa part de responsabilité en faisant écho à cette campagne, en téléchargeant par exemple le visuel sur le site de la commune dans le Jet Info ou en s'inspirant du plan d'action de l'égalité de chance qui ne traite pas de cette problématique. Je pense que vous auriez tout loisir à trouver des idées. Je vous remercie. Oui, je suppose que je peux prendre la parole si je ne vois pas de main levée pour répondre. Oui, tu peux prendre la parole, excuse-moi, je n'ai pas mis mon micro. Madame la conseillère, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers, chers collègues, oui, nous avons bien conscience de la persistance et même de la banalisation croissante de clichés, préjugés qui visent des communautés. Xénophobie, négrophobie, racisme anti-arabe, anti-asiatique, anti-blanc sont, comme l'antisémitisme, l'homophobie et les discriminations de genre, des véritables plaies. Comme échevine de l'égalité des chances, je considère bien entendu que la lutte contre toute forme de discrimination est essentielle. C'est à cette fin que nous avons créé la plateforme de l'égalité des chances. Celle-ci aboutit à un plan ambitieux de 46 actions dans les domaines du handicap, de l'égalité femmes-hommes et de la communauté LGBTQI+. Il est donc correct de dire que la dimension des discriminations raciales n'y figure pas explicitement. Et pour cause. Celle-ci est traitée avec brio par l'excellent travail de terrain de nos associations, en partenariat avec la commune, à la fois autour de la cohésion sociale et aussi de la plateforme Mieux Vivre Ensemble. Mon collègue Jacob Kamwanga pourra vous en parler plus longuement, ainsi que toute une série d'autres actions. Alors, d'autres actions ont encore eu lieu et il sera évidemment plus facile d'y travailler une fois la crise sanitaire terminée. Je citerai un exemple. C'est la représentation depuis de nombreuses années dans nos écoles du conte Le Ban Souridali, suivi d'un débat avec les élèves et qui parle de l'intolérance religieuse, mais aussi de la possibilité de dépasser ces préjugés. Enfin, je vous confirme que nous étudierons la possibilité d'une action de sensibilisation dans le cadre de la prochaine journée de lutte pour l'élimination de la discrimination raciale. Néanmoins, si ces journées symboliques ont évidemment un intérêt dans le sens où elles mettent en avant une problématique, elles n'ont que peu d'utilité si elles ne sont pas suivies d'un véritable travail de fond, d'action et de sensibilisation. C'est donc bien à cela qu'il faut travailler. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à mon collègue Jacob Kamwanga. Merci beaucoup, ma chère Claire Van de Vivera. Chère conseillère, chère Morissette, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, chers collègues, en complément à l'intervention de ma collègue Claire Van de Vivera, j'ai beaucoup d'autres éléments, dont voici quelques-uns. Je fais remarquer que notre commune n'a pas attendu la date du 21 mars pour réaliser ces actions ou cette campagne mentionnée dans cette interpellation. Dès ma prise de fonction fin 2018, l'une de mes priorités, de mes 3 priorités, était et toujours le plan de diversité de la région de Bruxelles-Capitale, avec ces 5 critères liés à l'origine, à l'âge, au handicap, à la qualification et au sexe. Et sa mise en place au sein de notre administration communale qui est observable du service accueil, qui est le miroir de notre administration à tous les services sans exception aucune. Comment cela ne pourrait-il pas être mis en pratique avec un secrétaire communal, Benjamin Gouders, qui est issu de l'Union royale belge des sociétés de football association, rassemblant divers acteurs du monde sportif qui prônent la tolérance et la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. La journée de la diversité organisée pour la dernière fois en 2019 par le service GRH, en ma présence, en ma qualité d'archiviste du personnel. Journée au cours de laquelle différents acteurs qui n'étaient autres que nos agents des différents services réunis dans une pièce mélangeant théâtre, humour, spectacle avec quelques petites acrobaties, le tout dans une bonne humeur. On dit non à toute forme de discrimination à l'embauche selon qu'on est de telle ou telle origine, on est porteur de handicap,
on est peu ou pas qualifié, on a telle ou telle orientation sexuelle, etc., etc. L'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire que nous connaissons tous depuis plus d'un an. Alors, dans le cadre de la cohésion sociale et mieux vivre ensemble, les associations gétoises, le règlement relatif aux subsides communaux dont l'octroi est conditionné à la signature d'une déclaration de tolérance avec la mise en pratique des principes de base de la démocratie et de la législation et la promotion d'une vie communautaire harmonieuse entre les différentes catégories de population, cultures et religions de la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons bien compris que nous parlons là de la cohésion sociale. De nombreuses actions concrètes de nos associations via la plateforme Mieux Vivre Ensemble, qui est un réseau transsectoriel d'associations gétoises qui veut travailler à la qualité de vie dans la commune de Gêtes et promouvoir des fonctionnements alternatifs. On y retrouve des maisons médicales, des associations de jeunesse et de petite enfance, des acteurs sociaux, des acteurs culturels, des associations d'habitants, etc., etc. Le brassage permet une diversité des milieux, d'origine, du public, avec un accent sur les femmes, l'intergénérationnel, les milieux moins favorisés, etc., etc. Parmi ces actions, il y a notamment le projet annuel Reciprocity, ou la mise en valeur de nos associations. Ici, plusieurs activités sont organisées publiquement lors des brocantes, fêtes, stages, concerts, spectacles, etc. La lutte contre le racisme. L'initiative de votre humble serviteur, avec le soutien du Collège de Bourgmestre 20, bien sûr, et en collaboration avec le service vie sociale et citoyenneté, l'exposition Congo, marquant le 60e anniversaire de son indépendance, a été organisée par le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, donc CMCLD en abrégé, sigle, dans les jardins de notre administration communale, du 1er juillet au 30 septembre 2020, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, à laquelle André Sette a été présente lors de l'inauguration et je t'en remercie une fois encore. Comme tu l'auras compris, les deux thématiques principales du dit collectif étaient la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations. L'une des activités les plus importantes du collectif est l'animation au moyen d'outils pédagogiques. Des bâches ont été installées durant 3 mois, aussi bien sur l'enceinte, donc bâches d'annonce, que dans les jardins de l'administration communale, donc aussi outils pédagogiques. Hormis plusieurs visiteurs anonymes, les élèves de plusieurs écoles primaires communales gétoises, accompagnés de leurs enseignants respectifs, sont venus voir cette exposition sous le guide d'un animateur du collectif. Celui-ci a expliqué l'histoire et la mémoire liées à l'Afrique en général et à la colonisation et à l'esclavage en particulier, ainsi que leurs conséquences diverses. La négrophobie, les stéréotypes, les préjugés, les représentations et les discriminations liées à la négrophobie. Cette exposition s'est déroulée et clôturée à la grande satisfaction des élèves, leurs enseignants et des divers visiteurs, du fait qu'ils ont appris beaucoup de choses qu'ils ignoraient jusque-là. N'ayant que durant les 3 mois de l'exposition, le drapeau de la République démocratique du Congo était hissé à côté de notre tricolore national dans l'enceinte de la commune, etc., etc. Par ailleurs, l'école Jacques Brel a organisé une exposition sur les mots racistes, donc au pluriel, les mots racistes. Pour 2022, notre service vie sociale et citoyenneté pourrait réfléchir lors de son brainstorming à ce qui peut être mis en place pour une sensibilisation à la lutte contre la discrimination raciale pour le 17 mai 2022, pour le citoyen ou pour le personnel. Pour conclure, nous espérons toutes et tous que le ciel s'éclaircira dans un avenir très proche afin de permettre la poursuite de nos actions contre toute forme de discrimination
et la réalisation de nos projets ou actions futures dans ce cadre, avec bien sûr le soutien du collège. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Morissette, tu veux ajouter quelque chose? Je vais rajouter, bien entendu, quelque chose. Voilà, donc je commence d'abord par remercier Claire van der Wever pour sa réponse, Jacob Kamanga pour sa réponse. Même ma réflexion est la suivante. Vous citez des magnifiques catalogues, des catalogues à plusieurs pages. Allez à la page qui vous intéresse. Jacob Kamanga, vous n'êtes pas sans savoir le combat pour cette thématique que j'ai engagée, que vous engagez certainement aussi depuis des années et qu'aujourd'hui, on nomme, et ça a toujours été le combat, qu'on nomme la discrimination raciale. C'est quelque chose de neuf. C'était quelque chose qu'on n'aimait pas. Et je vois dans ce conseil aujourd'hui qu'on fait référence à des mains coupées. Donc, je ne sais pas votre travail de sensibilisation. Je pense qu'il faudrait commencer peut-être à le faire au sein de votre conseil communal. Donc, j'entends, Monsieur Kamanga, qu'en mars 2022, des actions seront mises en place. Je l'espère. Je l'espère sincèrement. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci pour les interventions des uns et des autres. Je vais céder la parole à M. Fouad Haïdar concernant la présence de déchets et décharges sauvages sur le chemin des moutons dans le bois du Larbé. M. Fouad Haïdar, vous avez la parole. Fouad, il est là? M. Fouad Haïdar? Il est là, mais... Est-ce que quelqu'un, il n'a pas ouvert son micro? Enfin, moi, je ne le vois pas à l'écran, mais je suis peut-être mal... Dans le chat, on voit Haïdar Fouad heeft de vergadering verlaten. Donc, il est parti, selon le chat. Bon, alors on va passer à l'interpellation. On va passer à l'interpellation suivante. Net was hem nog aanwezig. Ik denk dat hij een probleem heeft met zijn connectie of zo. Want... Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar bon. Ça fait rien. Ok. Donc, on va passer à la suivante et on reviendra si jamais il réapparaît. Ça va? Donc, je vais demander à Morissette si il tu est veux là, bien. il est là, Fouad est là. Fouad, tu es là? Je viens de le faire rentrer. Ok, donc si Monsieur Fouad Haïdar peut prendre la parole. Allô? Oui, voilà. Ok, voilà. Donc, Fouad, c'est à propos de décharges sauvages et déchets chemin des moutons, si tu veux bien. Très bien, vous m'entendez bien? Oui, ça va. On t'écoute. Bonjour, bonsoir plutôt, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le bourgmestre, chers conseillers et conseillers. Donc, je vais vous épargner toute la littérature. Vous avez reçu le texte, vous savez de quoi on parle. Je ne vais pas vous parler je vais pas vous citer tout ce que je vous ai mis, mais je pense que c'est une question où il y a 3 sous-questions. Et donc, la première question, Monsieur le Président, chers membres du collège, première question, c'est par rapport au problème des déchets qu'on trouve sur le Clos des Moutons et autour des Clos des Moutons, les dépôts clandestins, les fauteuils, des télévisions, des frigos, enfin une catastrophe. Une catastrophe. Et je peux vous assurer que ce n'est pas depuis aujourd'hui ni hier, mais ça fait déjà quelques mois depuis que j'ai repris un peu la marche de ce côté-là. J'ai pris des photos, j'aurais dû peut-être, comme Madame Van der Wever, Madame Myriam Van der Zip, j'aurais dû annexer les photos avec, comme ça vous aurez pu avoir une meilleure vision de ce qui se passe, mais c'est une catastrophe. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une politique qui est menée pour essayer de au moins attraper tous ces gens, parce que je ne comprends pas, comme une espèce d'opération police ou coup de poing qui pourrait permettre d'arrêter ces personnes, parce que voilà, je sais bien que ce n'est pas Monsieur Léchifer Mounilar ici qui demande aux gens de venir jeter des choses là-bas. Hein. Simplement, je vais essayer de voir comment on peut faire pour essayer de vraiment coincer ces gens. C'est pas possible, c'est tous les jours un peu plus, et mot qu'on nettoie, le lendemain, c'est encore pire. Alors, deuxième question, c'est par rapport à la personne qui habite dans les potagers. Alors,
Vous savez, moi, j'ai moi-même, avec mon épouse, on exploite un potager là sur place depuis déjà pas mal d'années. Moi, ce monsieur n'a jamais posé de problème ni à moi ni à mon épouse, mais j'ai constaté que quelques personnes m'en ont parlé, m'ont dit, ah, monsieur, vous êtes conseiller communal, est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un habite dans un des potagers? Donc, c'est pas qu'il vit pas là de temps en temps pour quelques heures, il vit là. Donc, il vit là et il crée un sentiment comme ça, un peu d'insécurité, on ne sait pas qui c'est. On voit de la cheminée, on voit qu'il y a du feu, que régulièrement il cuisine là. Donc, il y a quelqu'un qui habite là. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes au courant de ça? Le troisième point, c'est juste par rapport aux moteurs de cross. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est légal, illégal, est-ce que c'est normal, mais en tout cas, ça fait énormément de bruit. Dans une période de corona où il y a un maximum de gens qui viennent se promener et le respect pour les animaux, je pense que ce serait peut-être pas une bonne idée peut-être de réfléchir à ce que ça a encore sa place à cet endroit, ce concours de motocross. Je vous remercie. Merci. Et donc, je vais céder la parole pour les réponses. Tout d'abord à M. Mounir Larissi, Monsieur Larissi. Oui, merci Paul, merci Président. Cher Fouad, chers collègues, je te concède que le chemin des moutons a toujours été problématique en termes de propreté. C'est une zone peu fréquentée, mais néanmoins très accessible, que ce soit en voiture, en moto ou en quad, nous y reviendrons, et elle fait clairement les frais d'un manque de contrôle social. Alors certes, la situation s'est quand même améliorée depuis, suite aux différents aménagements qui ont été effectués, la mise en place de barrières, de rochers, empêchant le trafic et le stationnement sauvage, le placement d'une caméra de surveillance de la police. Nous pourrions d'ailleurs y ajouter un panneau annonçant sa présence pour dissuader encore davantage. Ces aménagements ont certainement eu un écho positif dans le sens où les contrevenants ont vite compris que la commune n'avait pas déserté les lieux. Il y a donc moins d'incivilité. Ceci dit, les dépôts n'ont pas pour autant disparu. Chaque année, au mois de mai, sauf l'année dernière à cause de la situation Covid, et nous devons encore décider si cela se fera cette année, un nettoyage complet du site a lieu en collaboration avec les jardiniers du Clos des Moutons et ce sont 5 conteneurs de 15 mètres carrés qui y sont collectés. J'en profite pour rappeler que la commune accorde beaucoup d'importance aux actions participatives en encourageant l'adhésion des citoyens. Comme tu le remarques toi-même dans ton interpellation, Fouad, nous devons à la vérité que malheureusement une partie des jardiniers transgressent eux-mêmes les règles, compromettant ainsi leur propre site. Il s'agit principalement de déchets verts, mais selon un adage bien connu, la saleté attire la saleté et viennent alors s'amonceler en sus des poubelles, des encombrants, des déchets de chantier. La commune suit la situation de près avec le comité du Clos, qui est fort demandeur de trouver une solution pérenne à ces transgressions. En témoignage, un échange de mails entre le comité et ma collègue Eschvin de l'environnement Claire Van de Vivere, qui a eu lieu la semaine dernière, tout à fait indépendamment de ton interpellation. Pour conclure ce chapitre sur du concret, plusieurs solutions vont être mises du côté du service de la propreté publique. La première est d'apposer des panneaux d'affichage, ceci n'est pas un dépotoir. La deuxième est d'augmenter la fréquence des patrouilles à la fois des contrôleurs et des services opérationnels. La troisième est d'organiser plus d'actions de ramassage, actuellement une par an de concert avec les Jettois. La quatrième est d'organiser, et c'est en cours, une réunion avec tous les acteurs communaux concernés, donc service plantation, propreté publique, aménagement urbain, ainsi que le comité du Clos, pour dégager des solutions pérennes. Enfin, la dernière, c'est envisager une autre réunion plus générale avec la commune de Wemmel et Bruxelles Environnement. Nous nous trouvons en effet à la frontière non seulement entre deux communes, mais aussi entre deux régions. Et toute action d'une partie a des répercussions sur l'autre. Nos équipes de nettoyage ne s'arrêtent pas pile à la frontière de la commune quand ils constatent qu'il y a des dépôts à 20 mètres, mais sur Wemmel. Cela nous permettra aussi de traiter des problématiques plus larges telles que la sécurité ou la présence des motos et des quads à cet endroit, mais ma collègue Eschvin vous en reviendra. Un dernier mot concernant la présence de la personne sans abri. Nous en avons averti le service communal de la prévention. Celui-ci va s'activer dès cette semaine via son dispositif social, à savoir faire intervenir un éducateur de rue pour rencontrer cette personne et lui proposer un accompagnement social et une orientation dans une structure spécialisée. En général, on obtient de bons résultats. Sois en tout cas rassuré sur le fait que le service prévention suit cela de près et avec sérieux.
Voilà, je laisse la parole à Claire qui a des contacts, avec la commune de Wemmel dans le cadre de la lutte contre les nuisances liées aux motos et aux quads par le chemin des moutons. Voilà, Madame de Vivre pour le complément. Merci Mounir, cher Fouad. Les engins moteurs auxquels vous faites référence, essentiellement des motocross et des quads, circulent à proximité immédiate du bois du Larbec, à savoir dans le Beesenbos. Il s'agit de cette bande boisée située entre le chemin des moutons et le ring. Nous sommes là en territoire wemmellois. C'est un gros problème car cela restreint la capacité d'intervention de notre police, non habilitée à intervenir sur le territoire flamand. Néanmoins, nous assurons le suivi de la situation avec notre division locale de la police. Celle-ci a d'ailleurs interpellé un jeune homme qui se trouvait sur le chemin des moutons il y a de cela quelques jours à peine. Son véhicule a été réquisitionné et un PV a été dressé. Une communication a également été réalisée envers les exploitants des potagers. Peut-être que tu l'as vu, le mot que j'ai laissé sur le Facebook le groupe du Clos des Moutons. Donc un message pour rappeler qu'il est important, en donnant même le numéro de téléphone, de signaler directement à chaque fois qu'on entend des bruits de quad, des bruits de moto. Donc ça, je le répète, c'est important parce que quand la police nous dit on n'est pas informé, à ce moment-là, ça ne les incite pas à mener des actions coup de poing. Sachez aussi qu'un contact a été initié récemment, et ce n'est pas la première fois, avec la zone de police active sur Wemmel, mais que celle-ci se montre peu encline à agir jusqu'à présent, et pour cause. Ce territoire, en fait, il est sur Wemmel, mais il est de l'autre côté du ring. Donc, pour eux, c'est un peu un territoire qui n'a pas de connexion directe avec leur commune et avec leurs habitants. Nous avons récemment chargé notre service aménagement urbain d'étudier encore une fois la possibilité de compliquer l'accès au Beesenbos via le chemin des moutons. Mais il faut savoir que cet espace est accessible également via le ring et via les champs en arrivant par Wemmel. Nous avions par ailleurs écrit au collège de Wemmel il y a de cela 1 an déjà, et ce en leur suggérant plusieurs mesures dissuasives d'accès à cet espace, mais malheureusement sans succès à ce jour. Nous envisageons de les recontacter prochainement, tout comme leur zone de police. C'est donc une situation compliquée et puisque tu es sur le terrain Fouad, tu dois bien le constater. C'est un terrain qui n'est pas clôturé et donc c'est un très bel espace, c'est un écrin vert, mais la nuit et au moment où les potagistes ne sont pas là, il n'y a pas de contrôle social. Mais et nous n'avons pas toutes les cartes en main. Pour autant, nous restons hyper attentifs à la situation et nous sommes régulièrement alertés de ce qui s'y passe. Pas plus tard que mardi, j'ai eu encore un contact avec le garde forestier du Larbec, qui est aussi demandeur d'une action ciblée avec notre police. Et oui, cher Fouad, on ne baissera pas les bras. Merci. Fouad, tu veux ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, Monsieur le Président. 3 petites remarques. D'abord, par rapport aux déchets bâtiments, il faudrait voir que ça doit être quelqu'un qui doit avoir accès avec les clés parce que c'est vraiment du côté de là où il y a les arbres, les pommiers ont été installés. Et c'est vraiment, il faut venir en voiture. C'est pas quelqu'un qui a transporté ça sur une brouette. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a la clé et qui est actif dans le potager, qui doit certainement céder les clés ou qui doit peut-être qui travaille lui-même dans le bâtiment et qui vient jeter sa misère là dans le truc. C'est pas possible autrement. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien, c'est parce que quelqu'un me soufflait dans l'oreille, mais moi je peux pas accuser les gens comme ça. Je me suis dit je vais quand même le dire au niveau du collège et ils verront bien comment ils vont saisir cette question-là. Deuxième chose par rapport aux sans-abri que vous dites là, enfin que M. Mounir Larissi dit, au niveau du sans-abri, je ne sais pas si c'est un sans-abri, en tout cas c'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs années et qui est en convenance avec un des responsables du potager, il travaille un peu pour tout le monde. Voilà, moi je vous dis, il ne m'a jamais dérangé, mon épouse, je lui ai posé la question, mais elle me dit effectivement qu'il y a des dames par exemple qui sont quand même intriguées par rapport à la présence de cette personne qui vit là à tout moment. Voilà, c'est pas très clair ce qui se passe, donc c'est pas normal de toute façon qu'au XXIe siècle, maintenant, on permette à un type d'habiter dans des conditions pareilles.
il n'y a ni toilette, il n'y a ni endroit pour se laver. Je ne comprends pas très bien en fait qu'est-ce qu'il fout là, et ça fait quelques années qu'il est là. Et donc on va voir, j'espère, comme a dit M. Larouissi, que l'équipe de prévention va s'en occuper parce qu'il dit que on va suivre ça sans aucun problème. Et enfin, j'espère que ce sera comme ça. Je suis sûr qu'il est sérieux et qu'il est convaincu, mais je demande vraiment qu'on nous tienne au courant de ce qui va être fait. Et dernière chose, Madame de Vivre, est-ce que le fait de mettre quelque chose au milieu, par exemple, pour casser la vitesse, parce que le but qu'ils sont là, c'est parce qu'il y a de la vitesse au niveau du cross et qu'ils ont un espace où ils peuvent rouler comme ils veulent et sauter d'un côté à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de planter des arbres? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose, un banc? Je ne sais pas, j'imagine des choses qu'on pourrait mettre à un grand rocher, quelque chose qui couperait effectivement la volonté à ces gens de quand même continuer à essayer d'exploiter ce terrain-là. Voilà, c'était un échange comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une réponse aujourd'hui, mais voilà. OK, bien, merci pour les réponses. Merci aux échevins. Je vais céder la parole. Paul. Benoît. Benoît, tu vas ajouter quelque chose? Parfait. Je vais juste prendre 2 minutes dans ce conseil. Dont je précise par rapport à la prévention que la démarche des éducateurs vers les SDF, donc s'il s'agit donc bien d'un SDF, sur l'espace public peut être réalisée si c'est accessible et si c'est sur le domaine public. Ça va? Idem pour l'intervention éventuelle des gardiens de la paix. Donc, si par contre c'est inaccessible ou sur un espace privé, ça sera la compétence directement de la police. Nous irons checker sur place, donc ça c'est le message que je reçois de l'équipe de prévention. On ira donc checker sur place pour vérifier cela et nous transmettrons éventuellement directement vers la police. Comme ça, les choses sont claires au niveau du rôle de la prévention. Ça va? Ok, merci. Voilà. Merci pour ces précisions. Je cède la parole de nouveau à Morissette Nsenkungu concernant les poubelles customisées. Tu as la parole si tu veux bien. Morissette, est à toi. Merci. Les poubelles customisées. Donc, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevines, les échevins, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers. Donc, timidement, notre commune a vu apparaître aussi et là des poubelles customisées, couleurs, motifs. Ces derniers temps, elles se généralisent. Si au début de l'initiative, elles suscitaient mon intérêt par la nouveauté, l'originalité et le bon goût pour certaines et pour d'autres le manque total de goût, il est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Aujourd'hui, je me pose la question de l'efficacité de cette initiative. En effet, l'objectif premier recherché, je suppose, au-delà d'introduire du street art à Jette et de soutenir des artistes, est bien la propreté. Dès lors, avez-vous évalué l'impact de ces poubelles sur le comportement des Jettois en matière de propreté? Y a-t-il une amélioration sensible de la situation? Alors, le cœur n'y est plus, mais je voulais donner le sujet du bac à Mounir au niveau strictement de l'art. Trop de street art ne tue-t-il pas le street art? Je te l'envoie quand même, Mounir. Ok, merci. Monsieur Mounir Larissi pour la réponse. Oui, Morissette, chers collègues. Merci. Merci pour ta question parce qu'elle aborde en peu de lignes les différentes fonctions de ces poubelles et je vais essayer d'y répondre efficacement. D'abord, les objectifs du projet sont multiples. Commençons par la démarche artistique. Il s'agit de mettre l'art, en l'occurrence ici le street art, au cœur de l'espace public. Éveiller la curiosité, aiguiser le regard, égayer le mobilier urbain, changer le regard sur notre quotidien, développer aussi un sentiment d'appartenance et de fierté. Tout cela peut être suscité par l'art, par le détournement de l'objet. À Jette, nous avions déjà nos mosaïques, nous avons désormais nos poubelles publiques et nos fresques monumentales que nous développons simultanément. Parallèlement, cela permet de lancer de belles collaborations avec des artistes habitant pour la plupart à Bruxelles. La plupart sont internationaux, rappelons que Bruxelles est la première ville cosmopolite d'Europe, voire même du monde, si l'on ne compte pas Dubaï. Mais nous sélectionnons chaque année au moins un artiste jettois. C'est l'occasion pour eux de se rendre visibles, connus, tout en travaillant sur des thématiques souvent proches de leurs valeurs. Ainsi,
les 60 premières poubelles ont été décorées en lien avec les droits de l'homme, les droits humains, pardon. Cette année, ce sera le surréalisme, tandis que les Big Belly, poubelles compacteurs de déchets de plus grande capacité qui seront placées dans les zones commerciales, seront décorées sur le thème du zéro déchet. Je pense que le projet dans son ensemble crée une forme d'harmonisation et façonne une certaine identité sur le territoire de Jette. En gros, on commence à savoir que les poubelles en fonte street art, c'est à Jette et pas ailleurs. D'autant plus qu'on commence aussi à parler de ce projet dans la presse. Cela donne, je pense, une image plutôt positive, PEPS, d'une commune qui est active en matière de propreté et surtout cela mène, j'espère, à une sorte de prise de conscience collective de l'importance de la propreté publique pour le cadre de vie de tout un chacun, et cela au-delà de nos frontières communales. Sous-tendait aussi au projet tout un aspect participatif entre les arbitres et les artistes et les habitants. Ce process a malheureusement été mis à mal par le Covid et nous avons avancé, mais nous espérons que nous pourrons bientôt reprendre les réunions et les ateliers participatifs une fois le confinement bel et bien derrière nous. Je pense cependant que ces poubelles artistiques entraînent malgré tout une forme d'appropriation et de fierté. Et ça, c'est très positif. Que ce soit dans les quartiers résidentiels ou dans les zones commerciales, elles ont le mérite d'être visibles et a fortiori d'attirer l'attention. Cela suscite la fascination, surtout chez les enfants qui sont contents d'aller déposer leurs déchets dans des poubelles pleines de couleurs. C'est, je pense, une occasion supplémentaire pour eux d'acquérir de bons réflexes dès le plus jeune âge. On observe également chez les plus grands un plus grand respect de ce mobilier urbain. J'en arrive à l'aspect propreté à proprement dit. Il est évident que c'est difficile d'évaluer les effets de la customisation des poubelles publiques. Ce n'est déjà pas facile de trouver des indicateurs précis pour mesurer la propreté au quotidien, mais en plus, vu que le projet est neuf, voire inédit, c'est compliqué. Je suis bien conscient que la démarche ne va pas solutionner tous les problèmes de propreté. Nous sommes plutôt demandeurs d'une meilleure collaboration avec Bruxelles Propreté pour cela, mais je suis convaincu qu'elle peut apporter une petite pierre à l'édifice. Le service propreté, par exemple, atteste, par exemple, qu'il y a vraiment une sensibilisation aux déchets à travers ce projet. On voit, par exemple, à la sortie des écoles ou du centre sportif du Mbosch, des enfants jeter les déchets avec un sourire, intrigués par l'aspect de ces poubelles. Cette sensibilisation aux déchets sera bientôt accrue avec l'arrivée sur les places commerciales des Big Belly, dont je vous parlais précédemment, qui elles aussi bénéficieront d'une demande d'intervention aux artistes pour y développer une œuvre d'art autour du zéro déchet. Et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Je vous annonce déjà que le service installera très bientôt sur les poubelles publiques des mégovotes, à savoir des cendriers qui récolteront les mégots de cigarettes sous forme ludique avec des questions-réponses en lien avec la pollution des mégots. J'ajoute que ces mégots seront collectés pour être recyclés. Voilà, j'espère que ma réponse vous aura satisfaite et si vous avez des questions, je suis tout oui. Donc, merci Monir pour donc, ta réponse. Effectivement, ça permet un peu de faire une synthèse par rapport à cette initiative. Bon, j'avais une autre question. Donc, le parc Roi-Baudouin, les poubelles sont gérées par qui? L'IBGE. D'accord. Merci. Oui. Monsieur le Président, je n'ai pas fini. Donc, très bien. Donc, parce que j'ai constaté, donc, le jour où il a fait très beau, je pense, mardi. Donc, le lendemain, bon, voilà, ça, c'est l'effet beau temps. Plein de gens dans le parc. Et au lendemain, donc, en passant, je traverse tous les matins le parc. D'ailleurs, j'ai pris des photos. Donc, forcément, les poubelles pleines, des déchets à côté des poubelles. Mais voilà, à mon retour, fin de journée, j'ai quand même constaté qu'on est passé mettre toutes ces saletés dans des sacs qui sont soigneusement refermés à côté des poubelles. C'est pour ça que je voulais savoir. Donc, c'est à l'IBGE que je dois lancer des fleurs pour avoir fait cette démarche parce que, voilà, donc ne pas laisser tous ces déchets à l'air libre le temps que la collecte se fasse. Donc, voilà. Donc, tu jetteras de ma part des fleurs à l'IBGE.
Merci. Je t'entends pas, il y a eu coupure. Je dis les parcs régionaux, c'est l'IBGE, les parcs communaux comme le parc de la jeunesse, c'est la commune. D'accord. D'accord, ok, merci pour la précision. Ça va? Ok, merci. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Xavier Van Cotter. Implantation commerciale sur le territoire de la commune de Gette. Monsieur Xavier Van Cotter, merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, mesdames et messieurs les échevins, dernièrement, j'ai pu voir que certains citoyens s'étaient émus de l'installation d'un nouvel établissement de restauration rapide, encore un, sur la place Reine-Astrid. À notre estime, à mon estime, mais à l'estime de mon groupe également, tous les commerces, quels qu'ils soient, ont bien sûr leur place sur le territoire de la commune. Cela d'autant plus, vraisemblablement, qu'une demande semble être présente. Toutefois, c'est peut-être la trop grande concentration d'un même type de commerce à un seul endroit qui pourrait s'avérer problématique. À cet égard, l'implantation commerciale sur le territoire de la commune paraît spontanée, pour ne pas dire anarchique, et ne répondre à aucune stratégie ou aucun plan préétabli. Si c'était le cas, et j'espère bien que non, cela ne concourrait pas à un redéploiement harmonieux du commerce gettois, déjà mis très à mal par les travaux incessants et interminables et la gestion catastrophique de la mobilité. Le développement commercial, bien sûr, ne se décrète pas, mais on peut l'encourager, l'inciter, le prévoir, l'anticiper et peut-être le diriger. À cet égard, il est nécessaire, évidemment, pour ce faire, comme pour toute politique, de disposer d'un plan d'action et de lignes directrices matérialisées dans un plan stratégique. Le tissu commercial étant évidemment très varié et dépendant de dynamiques, qu'elles soient positives ou négatives, entre les différents types de commerce, ce plan doit être détaillé et envisager différemment tous les types d'activités commerciales, que ce soit les grandes enseignes, les commerces de proximité, le détail, la restauration, la petite restauration et j'en passe. Il faut examiner vraiment spécifiquement toutes les dynamiques de ces commerces et de ces types de commerces entre eux. D'autre part, une vision ou un plan ne suffit pas. Il faut évidemment disposer des moyens de mettre en œuvre cette politique. Et en matière communale, les moyens sont très divers. Ça peut aller du règlement communal en termes d'urbanisme, de permis d'implantation, de voirie, d'incitants, de taxes communales et j'en passe. Je me permets donc, suite à ce constat, de vous adresser les questions suivantes. Le collège a-t-il un plan stratégique établi pour le développement des différents types d'activités commerciales et leur articulation harmonieuse, comme je l'ai dit, grandes enseignes, commerce de proximité, détail, restauration rapide, sur le territoire de la commune? Et le cas échéant, le collège peut-il nous communiquer ce plan? Au conseil, bien sûr. Le cas échéant, également, l'administration communale dispose-t-elle des moyens de mettre en œuvre ces stratégies, règlements communaux en termes d'urbanisme et permis d'implantation, etc., comme je l'ai évoqué. Et le cas échéant, le collège peut-il détailler ceci au conseil? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Merci. Je vais céder la parole pour la réponse à Monsieur Benoît Gosselin. Voilà, monsieur le conseiller, cher Xavier. Alors, l'implantation commerciale et donc l'arrivée de nouveaux commerces dans notre commune, comme partout ailleurs, est une matière régie par le droit, notamment européen, et qui défend avant tout la liberté de commerce et d'entreprendre. Elle ne fonctionne donc pas comme un marché que nous pourrions organiser à notre guise. D'ailleurs, la commune n'est même pas informée en cas de changement d'occupation d'un espace commercial, sauf si une demande de changement d'affectation a lieu, ce qui passe par un permis d'urbanisme. Mais même dans ce cas, la commune ne peut s'opposer à l'octroi du permis, sauf si ce dernier enfreint la réglementation urbanistique en vigueur. Il est donc extrêmement difficile pour l'autorité communale d'avoir une quelconque influence dans ce processus mouvant, sauf si la commune possède elle-même un certain nombre de bâtiments, ce qui n'est pas le cas. Et on imagine bien que vu les finances de la commune, ce n'est pas demain la veille que l'on va investir à ce niveau-là. Il y a d'autres choix et il y a d'autres choses beaucoup plus importantes
que cela, mais si nous en avions effectivement les moyens, pourquoi pas. Cependant, il est possible de dissuader l'ouverture de certains commerces via des règlements taxes. C'est ce que nous faisons, par exemple, sur la taxe Night Shop. Donc, pour une ouverture unique, cette taxe se chiffre à 30 000 €. C'est dissuasif. Remarquons que pour d'autres commerces, tels que les jeux de hasard, il peut y avoir une réglementation régionale plus ou moins contraignante. Autre élément, la capacité à payer les loyers demandés par les propriétaires. Malheureusement, ce ne sont pas toujours des commerces de qualité qui sont en capacité de payer les loyers des commerces les mieux situés. Ceci a un impact conséquent sur la configuration d'une zone commerciale et le miroir est particulièrement touché par les exigences financières insensées d'une propriétaire. Sauf avec certains propriétaires beaucoup plus regardants, c'est systématiquement le plus offrant qui aura accès aux espaces alloués. Heureusement que tous les propriétaires ne font pas cela. Sachant encore que nous collaborons étroitement avec l'agence régionale Hub Bruxelles, celle-ci tient à jour le registre des espaces commerciaux inoccupés, renvoie vers notre commune les entrepreneurs porteurs de projets qualitatifs. Ils assurent également un accompagnement de ces projets qui permet d'en garantir la pérennité. Et même si nous n'avons pas un plan stratégique, nous avons plusieurs rôles. Un rôle d'initiateur. Par exemple, il y a un ex-maraîcher fromager de son état qui a ouvert un commerce de traiteur ici à Gênes. Et donc, voilà un rôle que certains d'entre nous ont eu pour suggérer et pour essayer de faciliter les choses. Donc, par exemple, quand il y a un candidat qui voudrait installer, par exemple, un restaurant et que nous connaissons un propriétaire qui cherche ce genre de locataires, nous essayons de les mettre en contact. C'est ce que nous avons fait à la place Cardinal Mercier, voire même parfois un rôle de médiateur, comme par exemple le placement d'une aubette devant une vitrine de magasin et sur lequel nous intervenons en médiation pour essayer de faire en sorte que le commerce n'arrête pas son activité. Donc, si nous n'avons pas ces rôles-là, on peut aussi annoncer de bonnes nouvelles. Et donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, tout le monde sait que Brad Pitt est arrivé à Bruxelles. Tout le monde se demande pourquoi. Ben, je vous le donne en scoop, il reprend le miroir. Donc, Brad Pitt vient s'installer à Gênes au miroir. On est le jeudi 1er avril et je voulais vous donner cette information. Voilà. Ok, merci. Donc, merci Brad Pitt et le 1er avril. Voilà. Xavier, tu veux ajouter quelque chose? Oui. J'entends bien effectivement qu'effectivement, enfin, que le marché est libre et qu'on ne sait pas faire grand-chose. Mon sentiment est mitigé. À la fois, je peux comprendre qu'on ne puisse pas limiter le droit d'installation ou d'ouvrir un commerce à qui que ce soit et que la commune comment dire ça, ne valide pas a priori la viabilité ou la qualité des commerces, ça je l'entends bien, mais je trouve malgré tout dommage qu'on n'ait pas d'outils au niveau communal pour développer le commerce de manière harmonieuse. Comme je l'ai dit, le développement semble spontané et malheureusement laisser ça se développer de manière spontanée risque d'entraîner une dynamique négative dans certains cas. Or, le commerce gétois est pas vraiment en bonne santé ou florissant et il a besoin d'une dynamique positive. Et j'aurais voulu qu'on me dise qu'on a les outils pour
pour insuffler cette dynamique. J'entends bien qu'on doit laisser faire ou que la liberté de commerce prime. Mais voilà, c'est un peu mais le développement et que le développement commercial ne se décrète pas, ça je l'entends bien aussi. Mais j'aurais voulu entendre qu'on a les moyens d'inciter ou d'insuffler une dynamique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, je reste un peu sur ma faim à ce niveau-là. Merci en tout cas pour la réponse. Merci. Alors, tu gardes la parole si tu veux bien. Je garde la parole. Harcèlement à l'école Aurore. Oui. D'accord, voilà. Oui, je garde la parole. On t'écoute. Merci. Mais ce n'est plus vraiment à l'école Aurore. Je reviens avec quelque chose qui avait fait un peu l'actualité il y a j'allais dire quelques mois, mais c'est plus loin que ça. Mais c'est une question générale qui ne concerne pas spécifiquement l'école Aurore. Donc vous vous rappellerez qu'au cours du conseil communal du 26 juin 2019, comme j'ai dit, c'était pas hier, je vous avais interpellé suite à des incidents de harcèlement et de violence survenus à l'école Aurore. Les problématiques de harcèlement et de violence n'ont cessé depuis quelques années maintenant de connaître un développement interpellant dans le milieu scolaire de manière générale, mais pour ce qui nous concerne spécifiquement, dans le milieu scolaire gétois. Et le Covid-19, malheureusement, n'a pas ralenti le phénomène, que du contraire. Or, les conséquences, vous en conviendrez certainement, peuvent être extrêmement graves, en raison notamment du développement des réseaux sociaux. Ce qui ressortait à l'époque des cas relatés, et de la réponse de l'échevin en charge au conseil communal, c'est à quel point, à ce moment, les directions d'école et les encadrants se sentaient démunis face à ces phénomènes, du fait notamment que, de l'aveu même de l'échevin à cette époque, il n'existait pas de procédure précise à suivre en cas de plainte ou de constat de harcèlement du fait d'élèves dans ou hors de l'école, de l'enceinte de l'école. Il n'existait pas non plus de moyens de réponse adéquats à disposition du personnel encadrant pour faire face à des cas de violence, parfois extrêmes, de la part d'élèves dans le cadre scolaire. Conscient de cette déficience et du développement croissant tant en nombre qu'en gravité de ce type de situation dans le milieu scolaire gétois, l'échevin en charge avait annoncé à l'époque vouloir prendre cette problématique à bras-le-corps, ce qui était assez positif, et venir à brève échéance présenter un plan d'action et des mesures concrètes, notamment par la mise en place d'outils à disposition du corps enseignant et des surveillants. Nous sommes maintenant près de 2 ans après cette interpellation et je reviens donc avec les questions suivantes. Quelles sont les formations de base qui sont requises pour exercer le rôle de surveillant dans les écoles gétoises? Y a-t-il des formations spécifiques qui sont dispensées aux enseignants et aux surveillants pour détecter et le cas échéant, gérer les cas de harcèlement entre élèves? Et si oui, quelles sont ces formations? Y a-t-il une procédure décrite maintenant et un accompagnement spécifique auquel les directions d'école ou les parents peuvent faire appel pour gérer un cas de harcèlement avéré? Et si oui, quelles sont ces procédures? Y a-t-il des formations spécifiques qui sont dispensées aux enseignants et aux surveillants pour gérer les cas de violence de la part d'élèves? Et quelles sont ces formations? Y a-t-il une procédure décrite et un accompagnement spécifique auquel les directions d'école peuvent faire appel pour gérer les cas de violence de la part d'élèves et quels sont ses moyens? Et enfin, quelles sont les mesures que le collège a prises pour lutter contre le développement de ces 2 types de comportements dans les écoles gestoises? Je vous remercie. Ok, alors je vais céder pour la réponse la parole d'abord à monsieur Olivier Corret et ensuite madame Nathalie De Soif. Olivier Corret, si tu veux bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, cher Xavier, je te remercie pour l'interpellation. Benoît Gosselin a prétendu que Brad Pitt était à Bruxelles pour la reprise du Miroir. Ce n'est bien sûr pas vrai. Si Brad Pitt est à Bruxelles, c'est parce qu'il va être engagé comme surveillant dans nos écoles. Et ça évitera le harcèlement, je pense. Plus sérieusement, je ne vais plus m'attarder, comme lors du dernier exercice, sur cette question à démontrer la complexité résiduelle
dans la détection du harcèlement et plus particulièrement dans la détection du cyberharcèlement. Cette difficulté ne doit pour autant pas nous freiner dans notre ambition de lutter contre ce phénomène inquiétant. Je le soulignais à l'époque, il s'agit d'un enjeu difficile à appréhender, mais qui en effet sont avérés, doivent faire l'objet d'un réel suivi et d'une conscientisation importante des élèves, de l'établissement concerné, mais également de l'équipe éducative et des parents. Comme j'avais déjà fait l'exercice de vous énumérer les différentes possibilités qui s'imposent et ou s'offrent au personnel de nos écoles en matière de formation, je vous renvoie donc à la réponse que je vous ai fournie sur ce sujet en séance du Conseil communal du 26 juin 2019. Sur le point relatif aux formations, il me semble tout de même important de vous rappeler que le choix des formations appartient à chaque enseignant ou accueillant à partir du catalogue de formation. Il ne peut en aucun cas leur être reproché d'avoir choisi telle ou telle formation. Il s'agit d'un choix individuel. Le PO a bien entendu la possibilité d'encourager le suivi de certaines formations, mais cela reste toujours du ressort de l'enseignant ou de l'accueillant. Sur votre question relative aux procédures spécifiques qui existaient, je ne trouve dans ma réponse fournie à l'époque aucun aveu en matière d'absence de procédure à suivre, que du contraire, je n'ai par ailleurs aucunement fait mention d'un plan d'action qui sera présenté à brève échéance au Conseil. J'avais indiqué mon intention de pouvoir revenir prochainement vers le Conseil avec un premier bilan des actions. Ainsi, plusieurs types de procédures et de soutien existent et sont utilisables par les enseignants et les surveillants pour gérer les cas de violence. Ils sont également repris dans ma réponse du 26 juin 2019. J'avais toutefois évoqué, lors de notre précédent échange sur cette thématique, une série de projets qui s'inscrivaient dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes. Certains de ces projets ont malheureusement dû être postposés, compte tenu de la situation sanitaire inédite à laquelle nous avons été confrontés et qui a bouleversé le fonctionnement de nos écoles. Par exemple, mon projet des capitaines, un concept basé sur la médiation par les pairs, ne pourra prendre place que dans un contexte scolaire normal. Par contre, le statut de personne référente au sein du PO a été discuté depuis votre dernière interpellation. Dans l'attente d'une formalisation de ce statut, les directions d'école peuvent prendre contact avec le conseiller pédagogique du PO pour aborder les questions liées à cette problématique. Parmi les autres projets liés à cette thématique, nous travaillons en collaboration avec les directions sur une annexe au règlement d'ordre intérieur, le ROI, des établissements scolaires, et qui peut s'apparenter à une charte de bonne utilisation des réseaux sociaux et outils informatiques. Au travers de ce document, qui devrait obligatoirement être signé au même titre que le ROI, nous souhaitons offrir aux écoles des moyens de lutte contre le harcèlement et la violence pouvant aller jusqu'à la sanction. L'école Aurore, qui a particulièrement été touchée par ce phénomène ces derniers temps, a notamment pu bénéficier du soutien de BAL, Bienveillance à l'école, où tout un programme de formation, de libération de la parole et d'accompagnement a été mené. Je peux vous assurer du succès de cette initiative, car depuis la rentrée 2020, je n'ai plus été informé de faits de harcèlement à l'école. Les fermetures de classes et d'écoles liées aux quarantaines imposées par la situation sanitaire ont sans doute provoqué une recrudescence de formes de cyberharcèlement. J'en ai longuement discuté avec certaines directions d'école et certains enseignants. S'il est évident que l'école ne peut s'immiscer dans la vie privée des familles, il appartient aux parents de régler les modalités d'usage des smartphones qu'ils confient à leurs enfants. À ce titre, l'initiative d'organiser des rencontres thématiques avec les parents est en attente d'une situation sanitaire plus appropriée. L'idée de l'annexe au ROI peut par contre se concrétiser dès la rentrée prochaine. Enfin, ce problème ayant un impact important sur le projet pédagogique de l'établissement, ou même d'une classe, je porte le projet de recruter dans les limites budgétaires disponibles des éducateurs pédagogiques qui viendront renforcer les équipes d'accueillants et d'enseignants et qui pourront notamment être en première ligne dans ce type de problématique. Ce projet s'inscrit dans une réflexion plus globale sur l'accueil au sein de nos écoles. Enfin, concernant les réponses fournies à votre interpellation de juin 2019, mon cabinet se charge de les reprendre
sous forme de réponse écrite que je vous fournirai. Cela vous aidera à regrouper les différents éléments énoncés et, je l'espère, à vous convaincre de notre bonne volonté à lutter contre ce fléau qui cause des dégâts moraux chez les enfants. Je vous remercie. Merci. Mevrouw Nathalie de Soif, en complément. Nathalie? Oui, attendez, oui. Oké. U hebt het woord. Ja, dank u wel. En fait, comme l'interpellation était intitulée « Le harcèlement à l'école Aurore », je vous avoue que ça m'a échappé à moi et à l'administration, que c'était plus général que ça et que c'était aussi adressé à moi pour les écoles néerlandophones. Ouais. Si voilà, je peux m'engager à vous fournir une réponse par écrite, mais je vous avoue que ça nous a échappé. Oui, pas de problème. Ok. Enfin, je comprends. Mais enfin, ça m'intéresse effectivement d'avoir les éléments écrits. Je vais aller revoir la réponse qui avait été donnée à l'époque et voir quels étaient les projets et les réponses en termes de procédure. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, ce qui ressortait des cas individuels, voilà, quels qu'ils soient, c'était surtout le dénuement dans lequel les gens semblaient se trouver, tant les parents qui ne savaient pas à qui s'adresser, que les professeurs ou les directeurs qui ne savaient pas très bien quoi mettre en œuvre à part leur bon sens. Et dans ce type de problématique, le bon sens est parfois contre-productif. Et donc, tant les enseignants que les surveillants que les directeurs, s'ils ne sont pas spécifiquement formés à ce type de problématique, peuvent intervenir à contretemps et de manière contre-productive. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, à mon sens, examiner consciencieusement pour pouvoir apporter la réponse adéquate à des problématiques qui peuvent s'avérer très problématiques et avoir des conséquences très graves sur l'intégrité physique et mentale des élèves, et parfois arriver à des extrémités dramatiques. Et donc voilà, les réponses écrites m'intéressent vraiment, et le cas échéant, je me permettrai de revenir vers vous. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour la réponse. Si vous faites une petite recherche sur Internet sur le projet BALE, donc oui. c'est B-A-L-E, vous verrez en quoi ça consiste évidemment, mais en tout cas le résultat était très probant, et donc on garde bien cette formule en cas de récidive dans certaines écoles. Et alors, petit complément d'info aussi, il y avait manifestement une rupture de contact et de confiance entre certaines équipes pédagogiques et le PMS. Et donc, j'ai personnellement organisé des réunions de retrouvailles, entre guillemets, de rencontres. On a pu, je dirais, dire ce qu'on avait à dire et repartir sur les bonnes bases, parce que je suis convaincu aussi du rôle essentiel que peuvent jouer les PMS dans ce type de situation. Et donc là aussi, il y a un renouveau qui s'est installé depuis 2021, depuis janvier. Et je pense que le climat est beaucoup plus serein par rapport à ça aussi. Okay. Oui, ce qui me paraît effectivement une bonne chose. Merci voilà. En tout cas pour la réponse. Alors, monsieur Van Cotter. Et je garde la parole. Je garde la parole, voilà. Vas-y. Télétravail à toi. Oui. Télétravail, voilà. Oui, alors donc, je me souviens très bien qu'au cours du conseil communal du 30 septembre dernier, nous avons approuvé la modification numéro 12 du règlement de travail du personnel communal, visant l'ajout d'une annexe 5 relative à l'organisation du télétravail au sein de l'administration communale. On ne peut que se réjouir, évidemment, on l'a fait à l'époque, mais on peut encore le faire maintenant, de voir s'installer au sein de l'administration communale cette organisation du travail moderne, alliant flexibilité, meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle, et relations de confiance.
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, dont on a déjà évoqué plusieurs fois les conséquences ici, le télétravail a cependant pris une toute autre tournure. C'est-à-dire que d'un objectif au début de permettre davantage d'efficience et de bien-être au travail, c'est devenu une nécessité pour assurer la continuité du service public. Actuellement, et en conformité en cela avec les directives fédérales en termes de lutte contre le Covid, le télétravail est devenu obligatoire pour le personnel communal, sauf exception extrêmement limitée pour le personnel communal, mais pour d'autres personnels, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. L'article 48 du fameux règlement de travail relatif au télétravail prévoit une indemnité pour frais d'abonnement à Internet fixés forfaitairement à 20 € par mois, dont en temps normal sont exclus les travailleurs pratiquant du télétravail de manière occasionnelle, ce qui se comprend. Or, il nous revient que le bénéfice de cette indemnité aurait été refusé au personnel communal dans les circonstances actuelles, au motif que le personnel actuellement en télétravail obligatoire se trouverait dans du télétravail dit occasionnel. Ce refus, s'il est avéré, bien sûr, serait à nos yeux difficilement compréhensible compte tenu des circonstances. D'une part, ce refus, d'abord résulte d'une mauvaise lecture des dispositions du règlement en vigueur, que j'ai quand même bien relu, et qui définissent le travail occasionnel comme le travail effectué de manière ponctuelle, sans caractère récurrent ni fixe, et le travail structurel comme le télétravail effectué de manière régulière et selon des jours fixes. Il ne faut pas être à cet égard un éminent juriste pour aboutir à la conclusion que le personnel se trouve aujourd'hui dans une situation de télétravail structurel, certainement limité dans le temps, on l'espère tous, mais structurel malgré tout. Quand bien même les travailleurs de l'administration communale ne seraient pas légalement dans un télétravail structurel au sens le plus strict du règlement, nous sommes dans une situation exceptionnelle que le personnel communal subit comme nous tous. Dans ce cadre, il serait, et j'emploie toujours le conditionnel, il serait incompréhensible que les travailleurs doivent supporter seuls les charges inhérentes à des conditions de travail qui leur sont imposées comme à beaucoup. À cet égard, d'autres administrations communales, provinciales ou fédérales, non seulement accordent à l'ensemble de leur personnel en télétravail subi du fait de l'épidémie de Covid-19 le bénéfice des primes liées au télétravail, mais de surcroît, accordent à ce même personnel des primes Covid complémentaires pour pallier aux contraintes et aux charges complémentaires liées au télétravail. Consommation d'eau et d'électricité complémentaire, organisation d'un lieu de travail, et ça c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'espace suffisant pour s'organiser un lieu de travail digne de ce nom, et charge psychologique par exemple. Il serait triste à cet égard que la commune de Gette fasse exception de manière négative en matière de bien-être de ses travailleurs. Je me permets en conséquence de vous adresser les questions suivantes. Est-il exact que cette prime prévue par le règlement de travail pour le télétravail structurel est refusée au personnel communal en télétravail subi du fait de l'épidémie de Covid-19 ? Et d'une part, le collège, seconde question, a-t-il l'intention de corriger cette erreur si elle a été commise et accorder à l'ensemble de leur personnel en télétravail subi le bénéfice des primes liées au télétravail, et ce, de manière rétroactive depuis le début des mesures fédérales relatives au télétravail obligatoire? Et le collège, de surcroît, a-t-il, je l'espère, je vais retrouver ma question, parce que je me suis un peu perdu dans... Voilà. Le collège a-t-il l'intention d'accorder au personnel de l'administration communale une prime Covid complémentaire pour pallier aux dites contraintes et aux charges complémentaires liées au télétravail obligatoire? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci. Je cède la parole à M. Jacobs Kawanga pour la réponse du collège. Merci beaucoup, mon cher Paul. Merci beaucoup, cher président. Chers conseillers, cher Xavier, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, chers collègues,
Je vous remercie pour votre question qui me permet de vous informer de ce que le collège et le comité directeur ont déjà mis en place ou décidé pour accompagner nos collaborateurs dans cette nouvelle manière de travailler et qui s'était imposée à nous ces derniers mois. Le collège a bien entendu été sensibilisé aux contraintes matérielles et financières des personnes qui travaillent de chez elles. Je vais revenir à la question de la prime dans quelques instants. Je souhaitais ici rappeler déjà que, malgré cette terrible crise sanitaire, notre commune a pu garantir la totalité des emplois. Ce n'est pas anecdotique. Ensuite, le personnel a pu aussi bénéficier du maintien des chèques repas, par exemple, et pour le plus grand nombre, nos collaborateurs disposent d'un ordinateur portable. Ces investissements importants nous ont déjà permis de garantir la bonne continuité de nos services aux citoyens en cette période troublée, particulièrement difficile et éprouvante pour nous toutes et tous. Il en fut de même pour les adaptations de nos réseaux et de la modernisation des moyens de communication externes, comme la visioconférence. Nous en profitons d'ailleurs aujourd'hui à ce même conseil communal. Nous demandons que ferions-nous si nous n'avions pas ces moyens de communication. Sur la question précise de la prime télétravail, le collège s'inscrit en faux par rapport à la manière dont votre interpellation présente les choses. Aucunement, il a été refusé cette prime. Au contraire, dès début mars, le principe de cette prime a été intégré dans le nouveau règlement sur le télétravail structurel qui, comme la prime, sera soumis au comité de négociation qui se tient tout prochainement. Le collège et les comités directeurs ont souhaité mettre en œuvre cette prime structurelle dès le mois d'avril, alors que nous sommes toujours en télétravail Covid. Et je peux vous rassurer que les moyens budgétaires sont bien disponibles à cet effet. De plus, je rappelle que l'ensemble du personnel, y compris tous les collaborateurs qui n'ont pu ou ne pourraient télétravailler au regard de leur métier, ont bénéficié d'une prime unique sous la forme d'éco-chèques d'un montant net de 100 €. Cela dit, le prochain comité de négociation sera donc mobilisé sur cette question du règlement télétravail et la prime instaurée en avance, cela en présence des représentants des partenaires sociaux. J'ose imaginer que ces mesures seront soutenues par tous les partenaires et représentants syndicaux. Je tiens à vous informer que, contrairement à ce qui se passe dans certaines administrations communales, la nôtre entretient de bons rapports avec les représentations syndicales. Pour conclure, et encore insister sur la volonté du collège et de notre administration à défendre les intérêts de notre personnel et son pouvoir d'achat, que votre interpellation semble remettre en cause, le collège regrette par exemple la formule alambiquée qu'ont choisi certains syndicats quant à la prime de revalorisation salariale octroyée par la région d'un montant brut de 500 €, octroyée à tous les fonctionnaires sans distinction de grade ou de revenu. En effet, les plus bas salaires ont été les moins nantis dans la perception nette de cette prime, dont une part importante est partie dans les caisses fédérales sous forme de prélèvements et impôts. Nous profitons donc de votre interpellation pour rappeler que nous soutenons et œuvrons pour 2021 plutôt un mécanisme plus juste et garantissant le meilleur salaire poche en net de tous les collaborateurs communaux pour le travail si essentiel du service public. Je vous remercie. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Van Cotter? Oui, ben, j'entends bien que le collège et les chefs en charge s'inscrivent en faux, mais si j'ai bien compris la réponse, la prime en question ne sera attribuée qu'au mois d'avril, c'est-à-dire le mois qui vient. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
par la grâce de Brad Pitt, vraisemblablement. Non, mais non. C'est un poisson d'avril. Oui, je me doutais bien qu'il venait pas payer la prime à chacun. Mais ce qui veut quand même dire que le personnel qui est en télétravail forcé depuis des mois n'a jamais perçu la dite prime. On est bien d'accord. Je pense que j'ai été clair je ne sais pas si tu m'as bien suivi. Oui, j'ai bien suivi. Mais soit on s'inscrit en faux en disant ce n'est pas vrai, cette prime est accordée, soit on accepte la critique ou l'interpellation, ou en tout cas le fond, et on s'accorde à dire que la prime jusqu'à présent n'a pas été attribuée au personnel. Donc, je vais demander au bourgmestre d'ajouter un complément. Oui, voilà, ok. Hervé ? En fait, comme Jacob l'a expliqué, les choses ne sont pas simples. La mise en œuvre du prime, ça fait partie de toute une procédure, et notamment des négociations syndicales. C'est pour cette raison-là qu'on a délivré un éco-chèque à tous les membres du personnel, comme Jacob l'a bien précisé. Et donc, en attendant que cette prime arrive, parce qu'elle doit faire l'objet d'une modification du statut pécuniaire, parce qu'elle doit faire l'objet de négociations, parce qu'elle doit faire l'objet d'une négociation avec le CPS également, avec les syndicats, etc. Donc, toutes ces choses se mettent en place. Ça arrive ici maintenant au mois d'avril. Mais en attendant, je veux dire, nous avons délivré, un éco-chèque qui est un vrai salaire poche. Je rappelle ça. Contrairement, et Jacob l'a rappelé également, contrairement à cette prime qui a été négociée par les syndicats de 500 €, qui s'est traduit dans la poche de certains travailleurs à 90 €, hein, donc sur lesquels il y a eu 410 €, soit de perception ONSS, soit de perception d'impôt fédéral, soit de moindres salaires parce que certains membres du personnel, et singulièrement les moins bien payés, ça veut dire les ouvriers qui bénéficiaient de la prime à l'emploi, je veux dire, ont perdu de l'argent avec cette affaire-là. Voilà. Ce n'est même pas dire qu'on a voulu faire ça et pas cela. On a installé les choses dans le temps et dans une temporalité qui ne nous a pas permis de mettre en œuvre cette prime avant que tout le process, comme Jacob l'a expliqué, soit mis en place. Mais en attendant, on n'est pas resté les bras ballants. On a quand même resté avec 2 mesures phares. La première, c'est qu'on a gardé tout le personnel en fonction, en ce y compris le personnel qui est resté forcé à rester chez elle sans travailler. Et c'est le cas quand même de pas mal de personnel chez nous. Je pense notamment aux puéricultrices qui sont restées pendant des semaines et des semaines à être à la maison. Je rappelle quand même que certaines communes ont arrêté de payer ce personnel-là, hein, et donc ont envoyé tout ce personnel-là au chômage technique. Hein. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, je veux dire, il ne faut quand même pas tout jeter avec l'air de dire comme une déjette, ils ne font rien, rien. Non, on fait les choses et on a mis ça dans une temporalité, je dis, qui nous était possible. Je vous assure qu'aujourd'hui, négocier avec les syndicats, ce n'est même pas une question que c'est difficile, que ce n'est pas difficile, mais le Covid, c'est vraiment un truc compliqué. Quand vous voulez faire une réunion, c'est des semaines et des semaines à l'avance que vous devez les programmer parce que les gens ne seront pas libres, parce que ceci, parce que c'est là. Enfin voilà, donc les choses se mettent en place et donc la prime arrive. Elle a été mûrement réfléchie, les textes ont été écrits en français et en néerlandais. Tout ça est soumis à la concertation syndicale et ça arrive sur la table. Et en attendant, je veux dire, nous avons délivré un véritable chèque poche parce que celui-là était défiscalisé. Merci. Oui, ben, si je peux quand même répondre rapidement. D'abord, je n'ai jamais dit que la commune n'avait rien fait pour son personnel. Je n'ai même pas évoqué la question du salaire poche et de ce type de considération. Ma question ne portait que sur cette prime de télétravail. Qu'on ait gardé les gens au travail et engagé, c'est très bien. Cela ne bénéficie pas d'une prime de télétravail, à ma connaissance. Ma question, c'était juste pourquoi est-ce que cette prime qui est prévue par le règlement de travail pour le télétravail structurel
n'a pas pu être mise en œuvre si elle est prévue par le règlement de travail, justement. On est dans un télétravail structurel. Il me semblait facile, a priori, de mettre cette prime en œuvre. Bon, financièrement, il faut dégager les moyens, ça c'est clair, puisqu'on a plus de personnel en télétravail qu'on ne l'avait prévu. Ça, je veux bien l'entendre. Mais est-ce que ça demande de revoir le statut du personnel et des négociations syndicales? Peut-être pour apporter un lot de précision assez important. Donc, il faut d'abord savoir que réglementairement, le télétravail structurel fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le collaborateur. Et donc, nous sommes d'accord que structurellement, parfois 1, 2, voire 3 jours semaine, le collaborateur a possibilité de travailler de la maison. L'occasionnel décrit bien le fait que le travailleur peut, de temps en temps, en accord avec son N+1, travailler à la maison s'il doit avancer sur certains dossiers. Le télétravail que nous vivons actuellement est un télétravail obligatoire. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas le choix de dire, de pouvoir choisir entre venir à la maison ou pas, c'est obligatoire. Et donc, on est plus loin que dans les fonctions éligibles au télétravail. On est vraiment dans l'obligation pour la plupart des collègues de travailler de la maison. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas du tout dans le cadre des règlements qui existent aujourd'hui. Et donc, ce qui a été décidé à l'époque au sein du comité directeur et avec le collège était de travailler sur une formule qui était de dire, comme on est un peu en télétravail obligatoire, puis on est en télétravail recommandé, puis on est en télétravail vivement recommandé, et puis on est en télétravail si possible. Les mesures se succèdent depuis un bout de temps et il n'est donc pas possible aujourd'hui de faire rentrer le paiement de la prime comme on l'a dans notre règlement. Et donc, qu'avons-nous fait? En discussion avec le collège, on a proposé de rémunérer tout le monde. Parce que le balayeur qui est tous les jours dans la rue ou le gardien de la paix, eux, il n'a pas le choix de faire du télétravail, il est dehors. Et donc, on s'est dit, on va donner un chèque de 100 € poche pour tout le monde. Voilà. Ça permet de couvrir les désagréments, peut-être pour ceux qui sont dans la rue et pour ceux qui ont dû travailler de la maison. Début du mois de mars, quand on se retrouve dans cette nouvelle phase de ce qu'on appelle aujourd'hui cette 3e vague, au sein du comité directeur, on dit on ne va pas attendre la fin du télétravail Covid, on va proposer au collège d'activer une adaptation du règlement pour permettre, à partir du prochain CPN, puisque le CPN est planifié le 19 ou le 20 avril de mémoire, d'adapter le règlement pour permettre de commencer à payer les collègues qui sont obligatoirement en télétravail pour le moment, ce qui n'était pas possible sur base des règlements existants, puisque je rappelle qu'à la base, le télétravail, qu'il soit structurel ou occasionnel, fait l'objet d'un accord entre l'employeur et l'employé et qui doit marquer le fait que l'employeur accepte que l'employé fasse du télétravail et surtout que l'employé soit demandeur de le faire. Et donc, c'est simplement ça. Et nous-mêmes, quand on a vu la 3e vague arriver, on s'est dit début mars, même le 9 mars, même lors du comité directeur du 9 mars, on a dit on va préparer les adaptations nécessaires au règlement pour le prochain CPN qui validera le paiement des 20 €, même si nous sommes encore dans un cadre qui n'est pas structurel et qui n'est pas occasionnel. Ça, c'est toute l'histoire. Voilà. J'espère avoir pu répondre en détail à vos questions. Oui, je suis juste étonné que ça vienne, j'allais dire, un peu si tard. Parce que le personnel communal est en télétravail obligatoire depuis combien de temps? Le télétravail obligatoire n'a pas été la norme depuis la seconde vague. Non? N'a pas été la norme depuis le début de la crise. Depuis le début de la crise, ça je l'entends bien. Pendant l'été, il y a eu un relâchement, et puis à l'aube de à partir du mois de novembre. À partir du mois de novembre. Ben, ça fait 20 € par mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 fois 20 €. Ça fait 5 mois que des gens sont chez eux et en télétravail. Alors j'entends bien que ce n'est pas un télétravail qui est conclu avec l'employeur, c'est un télétravail subi, ordonné par les mesures du fédéral. Et donc je m'étonne un peu que cette
cette négociation de prime télétravail pour des gens qui sont en télétravail et qui donc assument seuls quand même la charge du télétravail, que ce soit en abonnement Internet, en tout ce en infrastructure, en matériel, tout ce qu'on veut, que cette discussion de prime télétravail qui est prévue pour le télétravail. C'est ça qui est dingue, c'est que vous avez l'administration, le collège a prévu une prime pour le télétravail conclu, pour les gens qui l'ont demandé et qui veulent bien le faire. Mais des gens qui le subissent de par les circonstances et qui, il faut quand même le rappeler, assurent la continuité du service public. Parce que si l'administration a continué à tourner, c'est aussi un peu parce que les gens ont accepté d'être chez eux et de continuer à travailler à distance. Ça me semble quand même difficilement acceptable que ce soit eux qui doivent subir les frais inhérents à cette continuité du service public. Mais Xavier, tu as répondu toi-même à la question. Tu as calculé les 5 mois. Le règlement télétravail prévoit 20 € par mois. 5 fois 20, ça fait 100 €. Tout le monde a reçu 100 € à la commune et pas uniquement ceux en télétravail parce qu'il était important de récompenser tout le monde pour la période que nous connaissons. Et à partir de maintenant, on fait adapter le règlement qui donne les 20 €. Et donc, ces chèques ou cette prime est l'équivalent de cette prime télétravail et si j'entends bien, que vous avez élargi à tout le monde. Et ça a d'ailleurs été communiqué en ce sens par le bourgmestre et moi lors du message des bons vœux adressé à tous les collègues. OK. Voilà. Merci pour la réponse. Merci pour ce débat. Alors, nous allons passer au dernier point. Les interpellations sont terminées. On va passer au point de la motion et sur la mobilité durable en faveur de la qualité de vie dans le nord de Gette. Je cède la parole avant la lecture de la motion au bourgmestre. Oui, les amis, il est 1h moins quart, donc je ne vais pas vous vacciner pendant des heures. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que la motion que vous avez présentée ce soir, c'est une motion du collège, de l'ensemble des membres du collège, que j'espère sera adoptée par l'ensemble du conseil communal, parce qu'il y va de l'avenir, de la tranquillité de nos quartiers. Et Claire va vous expliquer tout cela maintenant. Voilà, 25 secondes chrono. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que nous n'acceptons de voter la motion que si le bourgmestre la présente déguisé en Gandalf. Ça va. Non, Bon, on est le 1er avril. Xavier, hein, on réfléchit déjà au prochain déguisement, mais on n'y est pas encore. Ça, c'est un peu vache, hein, le bourgmestre de me refiler à cette heure-ci cette motion. Donc, je ne vais pas lire, rassurez-vous, les 10 pages de la motion. Je vais vous passer, vous aurez l'occasion de lire les considérants. Hein. Les considérants, c'est notre attachement et la protection de nos espaces verts, notre note de plan air-climat, nos nombreuses interpellations et émotions par rapport à la lutte contre l'élargissement du ring et aussi le fait, et c'est pour ça qu'on a cette motion ici, qu'il y a différents processus en cours. Je vais juste les citer. Celui qu'on connaît, ce sont les projets d'élargissement du ring. Se rajoute à ça l'étude d'un groupe technique concernant le désenclavement du plateau d'Uezel, qui parle aussi de l'accessibilité d'Uezel et des différentes entrées et sorties du ring à hauteur de Gette jusqu'au Ezel. Il y a un projet de plan de mobilité de Wemel aussi qui est en cours. Et à côté de ça, nous avons notre contrat local de mobilité maille apaisée de Dillegem. Et donc, ce qui nous inquiète tous, et d'où l'objet de la motion, c'est que vous avez 3 entrées-sorties de ring, tous l'une proche de l'autre. Pour faire très bref, vous avez ce que je vais appeler l'entrée du ring du côté de l'avenue de l'Expo, c'est, on va dire, l'entrée 9. L'entrée-sortie du ring du côté de Wemel, Limburg, Stirum ou Bad de Stropper.
et l'échangeur aussi sur le plateau qui arrive au parking C du Ezel. Et donc, tous ces processus nous amènent petit à petit à cette volonté convergente de fermer cet échangeur du côté de Wemel, ce qui amènerait un report de trafic important sur Jet. Et donc, nous avons estimé qu'il était temps pour le conseil communal, pour le collège, de se positionner et de marquer clairement notre voix par rapport à ces projets qui pourraient entacher de manière significative la qualité de vie des Jettois. Donc, ce que je vais juste faire ici, c'est lire la motion en tant que telle en passant les 2 pages des considérants. Le collège rappelle son opposition au principe de l'élargissement du ring, à la fermeture de la sortie du ring 8 pur et simple qui engendrerait un report de circulation sur Jet et va à l'encontre de la maille apaisée d'Illegem qui est à l'étude. Son opposition à toute augmentation supplémentaire de la pression automobile sur l'avenue de l'Exposition, davantage encore si l'avenue Limburgsterum venait être interdite à la circulation automobile, ce qui est un des projets qui est sur la table. Rappelle son opposition à l'implantation d'un échangeur complet, nouvel échangeur neuf, donc du côté de l'avenue de l'Expo Jardin Jet, qui entraînerait le saccage de l'écran vert face au jardin de Jet, habité par plus de 4000 citoyens, ce qui inonderait de particules fines supplémentaires à la fois les habitants du quartier ainsi que les travailleurs, visiteurs, patients et élèves de l'hôpital UG de VIB et des 3 écoles voisines, Prévert, Arbre-Ballon, Poulbos. Le collège rappelle son opposition à toute atteinte aux espaces verts du bois du Larbec et au scénario du groupe de travail technique du plateau du Ezel qui n'envisage pas une connexion directe à niveau des entrées-sorties numéro 7 du ring vers Ouba de Stroper et le plateau du Ezel. En clair, on s'oppose à cette fermeture complète de cet échangeur 8 du côté de Wemel, plateau du Ezel. Enfin, le collège indique son soutien, et on en terminera là par le positif, son soutien à la protection intégrale du site classé du bois du Larbec, son soutien à la prise en compte des objectifs et visions du contrat local de mobilité d'Illegem qui vise à apaiser tous les quartiers du nord de Jet, indique son soutien aux objectifs environnementaux du plan Good Move, à toutes les mesures alternatives à l'élargissement du ring, à l'enfouissement du ring à hauteur du bois du Larbec, indique toujours son soutien enfin à des interventions conditionnées à la hauteur des sorties 8 et 7 dont l'objectif doit viser prioritairement à éviter un report de trafic vers les quartiers tout en garantissant l'accessibilité du plateau du Ezel, principale zone attractive du nord de Bruxelles. Et enfin, le collège transmet la présente motion à la région flamande, à la Wervenotschap, à la région bruxelloise, à Bruxelles Mobilité, à la ville de Bruxelles et à la commune de Wemel, tous ces acteurs qui sont autour de la table concernant ces différents projets qui tout doucement arrivent de manière un peu convergente. Et voilà, donc l'idée ici, c'est que nous marquions notre opposition à tout projet qui irait à l'encontre de l'intérêt et de notre qualité de vie à Jet. Merci. Et alors, Annemie Maas a demandé à prendre la parole. Annemie Maas. Ja, gezien het uur ga ik heel kort zijn, hè. Maar ik had 1 vraag en 1 opmerking. Si on parle d'un nouvel échangeur complet au niveau du Bessenbos, est-ce que c'est tout près où on a parlé là tout à l'heure des chemins du mouton? Est-ce que c'est ça le Bessenbos qu'on veut faire là? Oui. Est-ce que c'est un nouveau projet? Parce que c'est quelque chose. Oui. Attends. Ça, c'est une question. Oui, voilà. OK. Et deuxième chose, c'est selon moi une petite faute de traduction en néerlandais. Si on parle de mai apaisé d'Illegem, ik vind het heel grappig dat we dan spreken over Maas, over de verkeersluwe Maas d'Illegem. Het is niet Annemie Maas, maar volgens mij is dat netwerk, mai.
Ok. Plutôt réseau. Il faudrait voir la traduction exacte. Voilà. Mais quand j'ai lu le MAS, je trouvais ça rigolo. Mais voilà, mais c'est plutôt Ok. la question de Pessenbos. Ça va, merci. Donc, il y a différents projets qui sont sur la table, à la fois du côté de la Wegvennootschap, qui est mandatée par le gouvernement flamand pour réaménager, optimiser, élargir le ring. En même temps, il y a aussi déjà des projets concrets dans les projets de plan de mobilité de OML. Et donc, j'ai en tête deux possibilités. Et une sur laquelle on s'oppose, et mais déjà depuis longtemps, c'est de créer un tout nouvel échangeur juste dans le nord des Jardins de Jet. Donc, quand vous êtes dans le sud du ring et que vous voulez aller sur Jet pour arriver à l'UZVUB, ben, quand vous prenez cette bretelle, vous arrivez à la sortie sur les Jardins de Jet. Donc, un des projets de la Wegvennootschap et qui est repris dans les plans de WML, c'est de créer là un tout nouvel échangeur. Donc, c'est ça qu'on s'oppose dans cette motion. Il est hors de question de créer cet échangeur-là. Il y avait d'autres possibilités, puisque pour le moment, cet échangeur tel que nous l'avons, il est quasi complet. Il manque juste la possibilité, quand on remonte l'avenue de l'Exposition, de pouvoir emprunter le ring pour aller dans le sud du ring. Et donc, il y aurait une possibilité de rajouter éventuellement une bretelle pour pouvoir descendre sur le ring du côté alors de OML, près du fitness. Voilà. Donc, c'est une autre possibilité. Et le Bessenbos est, me semble-t-il, un peu, pas exactement à cet endroit-là. Donc, le Bessenbos est moins menacé. Par contre, je sais que la région flamande ne souhaitait pas trop en faire une réserve naturelle parce qu'ils ont dans leur carton l'optimisation, l'élargissement du ring. Je ne sais pas si Nathalie de Soif a d'autres infos, d'autres compléments à apporter par rapport à cette question. Ik denk dat dat volledig was. Ik wou gewoon zeggen, Annemie, de vertaling van Mai naar Maas, dat zijn termen die uit Good Move komen. Dus dat klopt wel degelijk, want dat zijn de termen die in het gewestelijk mobiliteitsplan worden gehanteerd. Ja, maar in elk geval, het is niet begrijpelijk dan in Good Move. Dan is het een slechte vertaling. In de technische termen, de verkeersluwe Maas, als je dat aan een Nederlandstalige zegt of een netwerk, is begrijpelijker, laat zo zeggen. Oké. Dank u. Ok, merci. Donc je pense qu'on va procéder au vote par groupe. Donc pour la LBJ, Madame Nathalie van den Branden. Nathalie, sur la motion. Oui, pour. Oui, merci. Pour le groupe MR Open VLD, Monsieur Eren Guven. Oui, pour. Ok. Pour le groupe PSSPA, Monsieur Xavier Van Cauter. Pour. Nous sommes évidemment tout à fait pour qu'on protège le bien vivre à Jette et avoir une mobilité construite de manière conséquente et cohérente entre les différentes régions. Ça me semble essentiel. Alors pour le groupe Écolo Groen, vu l'absence de Monsieur Nassen, je vais demander le vote à Madame Salima Baris. Oui, pour. Merci. Pour le groupe Défi, Madame Myriam van der Ziepen. Pour. Et alors enfin, inderdaad, mevrouw Sarah Rampelberg. Elle nous a quittés. Bon, parfait. Ceci termine l'ordre du jour normal. Nous allons passer au huis clos. Je vous rappelle, avant de quitter, n'oubliez pas que vous allez recevoir un vote donc, par Internet concernant chacun des points de l'ordre du jour à huis clos. Point 38, point 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 67, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Ceci termine notre conseil, mais n'oubliez pas que vous allez recevoir par Internet votre demande de vote sur les différents points et ensuite on vous lâche. Merci à vous. Bonne nuit les gars. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Non, il n'est plus là. Benjamin, tu es encore là? Non, il n'est plus là. Il y a encore Salima Baris qui est connecté.